Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Direction la casse d'Abobo au nord d'Abidjan, où des ferrailleurs se plaignent des coûts en vigueur du kilogramme de ferraille dans le pays, fixé entre 70 et 100 francs CFA. Ils souhaitent pour cela la levée de la mesure d'interdiction d'exportation de la ferraille prise en 2013. Mais le gouvernement, lui, est formel, la loi ne sera pas changée. On en parle avec Francis Boisfond. De la ferraille, en grande partie des fontes encore appelées ferraille morte ou matériaux lourds. Les ferrailleurs rencontrent des difficultés pour les vendre aux industriels locaux depuis la loi 2013 interdisant l'exportation de la ferraille. Les usines ne transforment que la qualité acier, c'est-à-dire les tôles de voiture et puis alors les quelques pièces aussi en acier, c'est ça ils transforment. Mais tout ce qui est fonte, alors ils n'ont pas la capacité de transformer. Donc quand vous arrivez aux usines avec la fonte, alors on vous fait retourner. Incapacité des industriels locaux à transformer les matériaux lourds ou à les acheter. Nos investigations nous conduisent dans une unité de transformation à Yopougon, zone industrielle. Contrairement à ce qui a été dit, nous n'avons jamais arrêté d'acheter la fonte. Il y a eu certainement un ralentissement de l'achat de la fonte qui était lié à un problème environnemental. Nous recevons toute la ferraille, mais également toutes les fontes, puisqu'aujourd'hui, suite à la réalisation de l'investissement, nous pouvons traiter la fonte. La preuve, c'est qu'il y a quelques mois, nous avons 30 000 tonnes de fonte. Aujourd'hui, nous avons pu absorber, transformer 10 000 tonnes. Il nous reste 20 000 tonnes que nous continuons à transformer et nous sommes aptes à recevoir toutes les fontes qui sont disponibles à effet de les traiter. Les ferrailleurs estiment entre 48 000 et 50 000 tonnes le stock de fonte disponible sur les différents sites du district d'Abidjan avec 150 tonnes pour la casse d'Abobo. Que l'État nous aide à trouver une solution pour ouvrir l'exportation de la fonte. Le décret du gouvernement demeure. Donc il demeure suspendu toute exportation de produits ferreux. Parce que la Côte d'Ivoire entend promouvoir une industrie des produits ferreux. Autre préoccupation soulevée par les artisans ferrailleurs et qui fait objet de discussion à l'initiative du cadre de concertation État-secteur privé, le prix du kilogramme de ferraille. Il se situe entre 70 et 100 francs CFA selon la qualité. Trop faible, disent les ferrailleurs. L'État annonce pour les prochains jours des mesures visant la réglementation du commerce de la ferraille. L'idée est de permettre aux artisans de réaliser des bénéfices tout en permettant aux industriels de disposer de la matière première pour le bon fonctionnement des unités de transformation. La tiéké est de retour dans nos assiettes. Après s'être fait rare pendant des mois sur les marchés, ce mets fait à base de sémoule de manioc refait surface pour le grand bonheur des consommateurs, même s'ils ne sont pas encore satisfaits des quantités qui leur sont servies. Éric Goré. Des femmes épluchant des tubercules de manioc pour leur transformation en vue d'obtenir de la tiéké, cette denrée à base de sémoule de manioc. La tiéké est un aliment très prisé par les Ivoiriens. Il y a quelques mois, le prix du panier avait doublé. Le sachet vendu à 100 francs était passé à 200 francs à cause de la rareté du produit. Plusieurs spéculations ont été faites pour tenter d'expliquer les raisons de ce manque. 3 mois après, la situation s'améliore. Les vendeurs et vendeuses sont visibles à tous les coins de rue. Les fabricants d'atiéké ne chôment plus. Mais si l'atiéké est de retour, le prix n'a pas encore baissé selon les vendeurs. Le panier d'atiéké trouve 4 000 à 5 000 francs, jusqu'à avancer un peu de 6 000 à 7 000. Aujourd'hui, l'atiéké est monté jusqu'à 11 000. Concernant la quantité servie, les clients sont d'avis divergents. Si certains se disent satisfaits, d'autres ne le sont pas. Il y a vraiment de l'atiéké sur le marché. La quantité a augmenté. Je tiens vraiment à encourager les producteurs à aller de l'avant. Je suis content même parce que l'atiéké là on ne gagne pas. Là même ça ne nous arrangeait pas. Moi il y a beau flotto souvent les trucs, mais maintenant là, l'atiéké est de retour là. Nous on mange bien l'atiéké, on est content. L'atiéké est devenu cher, pourtant avant c'était moins cher. Il faut mettre 500 francs. Pourtant, avant, il faut mettre 300 francs pour manger, ou 250. La disponibilité de la tiéké devait inspirer les acteurs de la filière à baisser les prix au profit des consommateurs. Ceux-ci attendent toujours, espérant que cela se fasse
rapidement. Reportage signé Eric Goré et Richard Vao. Un mot de religion dans ce journal. Sur les 5600 musulmans ivoiriens candidats au Hajj cette année, 450 sont arrivés à Médine, en terre sainte d'Arabie Saoudite. Plusieurs d'entre eux sont cependant confrontés à ce qui se présente comme un casse-tête. Ils ont de l'argent, des coupures de francs CFA qu'ils doivent forcément échanger s'ils veulent faire des achats ou d'autres opérations. Mais le bas blesse, c'est le taux de change qui justement est trop bas. Venu de la ville de Gagnoua pour effectuer le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage édition 2016, Mou Okone est très inquiet ce matin. Son souci, comment effectuer ses courses pendant qu'il ne dispose que de la monnaie ivoirienne, c'est-à-dire le franc CFA. Il faut alors se soumettre au change sur un marché non conventionnel. Il rencontre alors Moussa, vendeur informel de devises étrangères. Moussa propose aux fidèles musulmans ivoiriens 10 000 francs CFA pour 52 rials saoudiens, soit l'équivalent du prix de 2 petits chapelets, pendant que le marché international propose 65 rials saoudiens pour 10 000 francs CFA. Mais le futur pèlerin ivoirien n'a pas le choix, c'est la loi du marché. Bon, à l'heure où nous sommes venus pour les échanges de la monnaie que les enfants m'ont bien remis pour faire un bon pèlerinage. Et Dieu merci, je suis tombé sur ce commerçant Moussa, qui apparemment est très bien. Parce que j'ai fait monnaie tout de suite de 100 000 francs à la banque, ce qui correspond à 2500 francs dans leur riad. Or, avec lui, il y a eu plus de 100 francs de plus. Comme lui, ils sont nombreux, ces candidats au Hajj 2016 qui disposent d'importants montants en francs CFA sur eux, actuellement en terre sainte. Parce qu'à Abidjan, je n'ai pas eu le temps de faire la monnaie. Et arrivé ici, j'ai profité pour faire la monnaie en réal. J'ai échangé 150 000 et j'ai eu réal 425. J'avais un peu de CFA que j'ai échangé. 5 000 francs, ça fait 26 rials. Bon, après les consignes, en tout cas reçues, il s'avère que les autres monnaies telles que euro, dollar, c'est bon d'aller échanger en banque. Bon, au lieu de faire de façon traditionnelle comme je m'apprêtais à le faire, je pense que je vais me rendre dans une banque pour échanger cela. Les responsables de l'organisation interpellent donc les parents des candidats au Hajj 2016 encore présents à Abidjan sur les dispositions à prendre. Actuellement, nous sommes à Médine. Le CFA n'a pas de prix actuellement. L'échange est très bas. Et donc, c'est un problème. Elles sont déjà venues avec l'argent. Il faut faire la monnaie pour pouvoir faire des achats. Et donc, on dit ça pour ceux qui arrivent. S'ils peuvent faire l'échange à Abidjan, soit en euros ou bien en dollars, c'est plus avantageux que le CFA actuellement. Voilà, donc ça, c'est un appel que je lance. Tu payes par exemple 100 dollars à Abidjan, 60 000. Ici, tu viens, on te donne 375, qui fait un bénéfice de plus de 15 000 francs CFA. Les 60 000 là, quand tu donnes 60 000 ici, on te donne 300 rials. Or, quand tu donnes 60 000 que tu as fait pour prendre euro, dollar à Abidjan là-bas, ils vont te donner 375. Pour l'instant, Moussa et ses camarades se frottent les mains car les candidats continuent d'affluer sur ce marché noir de vente de devises étrangères. Reportage RTI 1 à Médine, Mamadou Kouassi et Lamine Dramé. Une personne a été tuée et une dizaine d'autres ont été blessés, dont 2 grièvement, mercredi à Bamako, dans des heurts entre les forces de l'ordre et des jeunes qui protestaient contre l'arrestation d'un chroniqueur radio contestataire. Ces heurts ont éclaté devant le tribunal où comparaissait l'animateur Mohamed Youssouf Batili, dit Rasbat, arrêté lundi soir. La manifestation a rapidement dégénéré avec des voitures brûlées et des tirs de grenades lacrymogènes par les forces de sécurité. Bilan, 1 mort, 11 blessés dont 2 grièvement touchés et 2 véhicules des forces de l'ordre brûlés. Animateur d'émissions souvent polémiques, Mohamed Youssouf Batili s'en était pris ces derniers jours à l'armée malienne qui a subi récemment de lourdes pertes dans les attaques djihadistes et au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, taxé d'incapacité à gérer l'armée. À la suite de ces dernières émissions, il est arrêté et poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs. Sur les réseaux sociaux, il avait appelé ses nombreux partisans à venir lui manifester leur soutien au tribunal de grande instance ce mercredi, donnant rendez-vous à ce qu'il appelle la jeunesse responsable du Mali au tribunal pour défendre la liberté d'expression et envoyer
envoyer un message fort, mais tout en appelant à le faire dans le calme. Son audition n'a finalement pas pu se tenir, le personnel ayant vidé les lieux à cause de la présence massive de manifestants. Résultat, elle a été reportée à une date ultérieure. Le jeune homme, qui est par ailleurs le fils du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Mohamed Ali Batili, s'est également signalé par des chroniques au vitriol contre le chef du gouvernement, Modibo Keïta, et d'autres cadres de l'administration. Et dans la soirée d'hier, jeudi, au lendemain des violences survenues donc à Bamako, l'accès normal à Facebook ou Twitter au Mali restait impossible pour les internautes. La coupure est survenue vers 17h heure locale et perdure depuis, même si l'accès revient par intermittence. Au moins 3 personnes ont été tuées et 120 autres blessées ce jeudi dans un attentat à la voiture piégée survenu à Elazig, un bastion conservateur et nationaliste turc de l'Est de la Turquie, jusqu'à présent épargnés par le conflit kurde. Au moins 3 policiers ont été tués et 146 autres personnes blessées, dont 14 grièvement ce jeudi, dans un attentat à la voiture piégée survenu à Elazig, un bastion conservateur et nationaliste turc jusqu'à présent épargné des ravages du conflit kurde. L'attaque, rapidement attribuée au PKK par le ministre de la Défense, Fikri Isik, a visé le siège de la police de cette province non kurde de l'Est de la Turquie. Elle a provoqué des dégâts considérables dans le bâtiment de 4 étages et les immeubles avoisinants, dont des logements pour les familles des policiers en état de choc. Quelques heures plus tôt, dans la nuit de mercredi à jeudi, 3 personnes, 2 civils et un policier avaient été tués et 73 blessés à Van dans un attentat à la voiture piégée, également attribué au PKK par les autorités locales. Van, qui est une grande ville à population mixte kurde et turque et une destination touristique populaire proche de l'Iran, abritant des vestiges des civilisations passées, dont arménienne. Elle avait aussi été relativement épargnée par les violences qui perdurent depuis 1984 et qui ont coûté la vie à plus de 40 000 personnes. Lundi dernier, 8 personnes, 5 policiers et 3 civils, dont un garçonnet de 5 ans, ont été tués par un attentat à la voiture piégée du PKK contre un poste de police sur une autoroute de Van située à la frontière avec l'Iran. Les forces de sécurité subissent des attaques quasi quotidiennes du PKK depuis qu'un cessez-le-feu entre les rebelles kurdes et les forces gouvernementales a pris fin en 2015. Des centaines de policiers et des militaires ont été tués. Et justement, en Turquie, le parquet d'Istanbul a ordonné la saisie des biens de 187 hommes d'affaires. Ils sont recherchés et soupçonnés d'avoir des liens avec le prédicateur Fethullah Gülen, accusé d'être à la base du putsch manqué de juillet dernier. 60 suspects, dont des patrons de grandes entreprises, ont été placés en détention préventive. Et pour terminer, rendons-nous au Brésil où se tiennent les Jeux olympiques. Le ministre ivoirien des Sports, Albert François Micha, s'y trouve en ce moment. Il a rencontré son homologue brésilien, Sébastien Ogna, notre envoyé spécial sur place. Le ministre des Sports ivoirien, François Albert Micha, a mis à profit sa présence à Rio à l'occasion des Jeux olympiques pour rencontrer son homologue, ministre des Sports brésilien, Leonardo Pisciani. Ensemble, les deux ont parlé de l'organisation de ces Jeux. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, Leonardo Pisciani est satisfait des actions menées par le Brésil pour la réussite de cet événement planétaire. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près la République du Brésil, son Excellence Aka Sylvestre, et le ministre des Sports ivoirien François Albert Micha ont saisi cette occasion pour parler de l'organisation de la CAN 2021 par la Côte d'Ivoire au ministre des Sports brésilien. Vu l'expérience brésilienne, nous avons souhaité, avec monsieur le ministre brésilien, que des relations s'instaurent entre nos 2 départements ministériels afin que la Côte d'Ivoire profite de l'expérience et de l'expertise brésilienne. Un message bien perçu par le ministre brésilien Leonardo Pisciani. Oui, bien sûr, nous sommes, tout nous pouvons, nous sommes prêts pour aider. La suite de cette rencontre a été consacrée à une visite au centre industriel de Rio. Riek Machar se cachait depuis plus d'1 mois, depuis des combats meurtriers dans la capitale
Djouba, début juillet, des affrontements violents ont de nouveau opposé l'armée fidèle au président Salva Kiir aux hommes de son vice-président. En quelques jours, plus de 300 personnes ont trouvé la mort. Les civils ont subi de nouvelles exactions et l'entente de façade affichée par les deux dirigeants du pays a volé en éclats. Le principal rival du président sud-soudanais est donc en fuite. Il serait attendu en Éthiopie. En Mauritanie, le verdict est tombé dans le procès de 23 personnes interpellées suite à des violences le 29 juin entre la police et des manifestants. La cour criminelle de Nouakchott a condamné la plupart des accusés à la prison ferme. 8 ont écopé de 8 ans de détention, 2 autres à 5 ans et 10 ont été condamnés à 3 ans d'emprisonnement. Tous étaient poursuivis, notamment pour rébellion, attroupement armé et agression envers la force publique. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie de choléra en Haïti, les Nations Unies admettent publiquement leur rôle dans l'irruption de la maladie dans le pays. Et d'après de nombreux rapports scientifiques, le choléra a été introduit en octobre 2010 par des casques bleus népalais de la MINUSTA, la mission onusienne sur l'île des Caraïbes, et a fait près de 10 000 morts et 800 000 infectés. Mais jusqu'ici, l'ONU avait toujours nié son implication. Voilà, fin de ce journal. La suite, c'est avec Christelle Melech.